L'histoire de Henri-Désiré Landru commence le 12 avril 1869 à Paris, dans un quartier relativement modeste. Le futur meurtrier est issu d'une famille de classe moyenne. Son père, un menuisier, et sa mère, une femme au foyer. La famille vit une existence tranquille, mais Henri-Désiré, dès son plus jeune âge, semble être un enfant discret et peu enclin à se faire remarquer. Il est scolarisé dans des écoles publiques, où ses résultats sont moyens, mais ce qui frappe dans sa jeunesse, c'est son caractère plutôt insociable. Bien qu'il ne donne pas l'impression d'être un garçon maléfique ou violent, certains de ses contemporains diront plus tard qu'il avait un côté mystérieux et détaché. Peut-être que ses premières années anodines cachent déjà les germes d'une personnalité plus sombre. À l'âge adulte, Landru se marie avec une femme nommée Marie, et ensemble, ils auront 3 enfants. Ce mariage ne dure cependant pas très longtemps. Le couple rencontre des difficultés financières, ce qui finit par conduire à une séparation. Marie se retire dans sa famille, tandis que Landru, désormais seul, se retrouve sans le sou. C'est dans un contexte de pauvreté et de solitude qu'Henri-Désiré Landru commence à fréquenter des femmes. Les relations qu'il établit sont souvent avec des femmes seules, souvent âgées ou en quête d'un compagnon. Au début, ces rencontres peuvent sembler banales, presque ordinaires, mais elles vont vite prendre une tournure plus sombre. Landru commence à adopter une attitude de plus en plus manipulatrice. À cette époque, les petites annonces étaient un moyen courant de rencontrer des partenaires, et c'est précisément par ce biais que Landru va entrer dans le cercle de ses futures victimes. Sur des sites de rencontres, souvent destinés à des femmes en quête de l'âme sœur, il se présente comme un veuf éploré, désireux de reconstruire sa vie. Il utilise ces petites annonces pour séduire ses proies, s'assurant de leur crédulité et de leur désir de trouver un homme honnête et aimant. Mais derrière cette façade de gentleman respectueux, Landru dissimule sa véritable nature. Il commence à manipuler ses victimes, à leur faire croire qu'il est un homme fortuné, prêt à offrir une nouvelle vie à celle qu'il accepterait. Il met en place des stratagèmes pour isoler ses proies, et, peu à peu, il les amène à lui faire confiance. Après les avoir séduites, il les attire dans son repère, une villa isolée située à Gambais, en Seine-et-Marne. Ce sont ces femmes-là, souvent déjà vulnérables, qui vont devenir ses premières victimes. Landru ne les tue pas toutes immédiatement. Parfois, il les garde captives pendant des jours, voire des semaines. Mais au bout du compte, la méthode reste la même. Il tue pour l'argent et la liberté qu'il procure. L'histoire de Landru se caractérise par une habileté à manipuler ses victimes. Il leur propose de l'argent, des promesses de mariage et une nouvelle vie, les amenant ainsi dans sa villa. Une fois là, il les tue froidement, souvent par asphyxie ou empoisonnement, avant de brûler leur corps dans un fourneau. Le modus operandi de Landru est d'une grande précision et témoigne de la préméditation dans ses actes. Les meurtres ont lieu dans un calme glacé. Landru semble être un maître du déguisement, une personnalité en apparence ordinaire qui cache un monstre. Les femmes sont systématiquement assassinées et leurs corps réduits en cendres. Il ne se contente pas de tuer pour tuer. Chaque acte semble être une performance macabre, où il s'assure de dissimuler soigneusement toute preuve qui pourrait le relier au crime. Pendant plusieurs années, les disparitions des femmes passent inaperçues, ou du moins, elles ne suscitent pas immédiatement l'attention des autorités. Chaque fois qu'une femme disparaît, il y a bien quelques inquiétudes exprimées par ses proches, mais ces disparitions sont souvent mises sur le compte de vagabondage ou de relations amoureuses éphémères. Ce n'est qu'après que plusieurs femmes aient disparu dans des circonstances suspectes que les enquêteurs commencent à se poser des questions. Les choses prennent un tournant en 1919, lorsque la disparition de plusieurs femmes fait enfin l'objet d'une enquête plus poussée. Le lien entre les disparitions commence à se tisser et les enquêteurs découvrent un point commun. Toutes les femmes avaient été en contact avec Landru avant de disparaître. En analysant ses correspondances et en interrogeant ses voisins, ils commencent à le suspecter. La police finit par mettre la main sur Landru après une enquête minutieuse. Des témoignages et des indices liés aux disparitions sont recueillis et finalement, en 1919, il est arrêté. Mais ce n'est pas une arrestation simple.
Landru est un homme extrêmement intelligent et manipulatif, capable de convaincre même les enquêteurs les plus expérimentés de son innocence. Lors de son arrestation, il semble calme, presque détaché, et il nie fermement toutes les accusations portées contre lui. Cependant, les preuves s'accumulent contre lui. Les corps des victimes, bien que réduits en cendres, sont retrouvés, et les enquêteurs découvrent des traces de ces crimes, notamment des objets personnels appartenant à ces victimes. Malgré ses efforts pour se défendre et pour déjouer les accusations, Landru est inculpé pour les meurtres de plusieurs femmes. Le procès de Landru commence en 1921 et fait l'objet d'une couverture médiatique intense. C'est l'occasion pour le public français de découvrir l'ampleur de ses crimes. Le procès dure plusieurs semaines et l'accusé, bien que l'oncle d'un tueur en série, reste calme et digne, cherchant à manipuler l'opinion publique. Il nie toujours être responsable des meurtres et tente de se défendre en affirmant qu'il a été victime d'une mauvaise interprétation de ses actes. Mais les preuves sont accablantes. Des témoins apportent des témoignages qui confirment sa présence auprès des femmes avant leur disparition. Et les éléments matériels, comme des objets personnels retrouvés dans sa maison, rendent son innocence improbable. En outre, son mode opératoire, méthodique et sans pitié, laisse peu de doute sur son implication. Le verdict tombe. Landru est reconnu coupable des meurtres de 11 femmes et il est condamné à la guillotine. Il est exécuté le 25 février 1922 à la prison de Versailles. La France entière est choquée par l'ampleur de ses crimes et par le fait que cet homme ordinaire, qui avait mené une vie apparemment normale, ait pu être capable de telles atrocités. L'affaire Landru est l'un des plus grands scandales criminels de l'histoire de la France. Il devient une figure emblématique des tueurs en série, non seulement à cause de la cruauté de ses actes, mais aussi en raison de sa capacité à manipuler les gens autour de lui. Le terme « Landru » est même devenu synonyme de tueur en série dans certaines parties du monde. L'histoire de Landru est également un reflet de l'époque dans laquelle il a vécu. À une époque où les femmes cherchaient souvent un mari par le biais des petites annonces et où les relations étaient plus fermées, Landru a su exploiter cette vulnérabilité pour satisfaire ses propres désirs meurtriers. Son nom reste gravé dans l'histoire criminelle et son procès continue de fasciner les historiens et les chercheurs criminels. Landru incarne à la fois l'horreur et l'intelligence froide d'un homme ordinaire, devenu monstrueux par ses actes. L'histoire de Landru est un exemple glaçant de la manière dont l'apparence d'une personne peut être trompeuse. Derrière le visage d'un homme ordinaire, presque sympathique, se cachait un tueur impitoyable. La découverte de ses crimes et son arrestation ont marqué une époque, et son procès est resté dans les annales, comme un exemple de la manière dont un homme peut, sous couvert de charisme et de manipulation, plonger dans l'horreur absolue. Cela nous rappelle l'importance de rester vigilant face à ceux qui, sous des apparences inoffensives, peuvent cacher les pires monstres.